Ce drame qui s'est déroulé à Nogent, en Haute-Marne, ce matin, cette surveillante qui est décédée de ses blessures après avoir été attaquée au couteau par un jeune de 14 ans. Nous sommes en direct et en duplex avec Benjamin Camboulive. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole Alternative Police CFDT. Merci d'être avec nous cet après-midi. Benjamin Camboulive, vous êtes toujours en direct avec nous. Effectivement, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque là, on entendait, il faut des fouilles, il faut essayer de vérifier que les étudiants, enfin les élèves, n'ont pas de couteau sur eux, mais là, il se trouve que c'était pendant une fouille, au moment où avait lieu cette fouille, qu'ont eu lieu ces coups de couteau. Donc, est-ce que, comme le disait notre précédent invité, Maxime Repère, ça n'empêche rien, en fait, la présence policière? Alors, c'est pas que ça n'empêche rien, c'est qu'il faut dissocier les configurations. Vous avez les risques qui augmentent, effectivement, dans les établissements scolaires. Donc là, le politique, il veut réagir en proposant, donc aujourd'hui, une phase de test, d'expérimentation avec des portiques. Pour la sécurisation des établissements scolaires, ce qu'il y a de bien, c'est déjà de comprendre qu'il faut partir du principe que c'est l'éducation nationale qui doit prendre en compte l'intérieur de l'établissement scolaire. Donc ça suppose potentiellement 3 choses, des portiques, des vigiles, des caméras. Le plus important, ce sont les caméras et les vigiles. Parce que pour les faits de violence à l'intérieur de l'établissement, la base, c'est de constater les faits et de pouvoir intervenir. Donc, avec la caméra, vous constatez, et grâce au vigile, vous avez une intervention. Le portique, c'est quelque chose de complémentaire, qui n'est pas idiot, qui n'est pas négatif, mais qui est très cher et qui est faillible. Qui est faillible parce que déjà, vous pouvez passer des lames de céramique, ça ne bipera pas. Et de toute façon, dans le matériel scolaire, ils peuvent avoir des outils qui peuvent leur permettre à commettre des drames à l'intérieur de l'école. Donc, c'est uniquement une solution pour l'intérieur, c'est pas quelque chose qui va nous amener une réponse de fond, parce que la seule vraie problématique, la grande faille qu'on a, c'est celle de l'éducation, du manque d'éducation, donc du manque de transmission de valeurs, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas la moindre empathie, que la violence peut germer, arriver à tout moment dans des conditions, dans des proportions absolument incroyables, parce que il n'y a aucune transmission de valeurs. Et l'éducation nationale, on compte, semble-t-il, sur elle parfois pour pallier cela, mais c'est pas son rôle. L'éducation nationale, elle est là pour amener des connaissances, pour instruire. L'éducation au sens de la famille, ça doit se faire dans la cellule familiale, ce qui n'est pas le cas. C'est la première lacune. Ensuite, il y a la police qui effectivement, bien qu'elle essaye de faire son travail du mieux qu'elle peut, la police, elle intervient quand c'est trop tard, quand les faits sont malheureusement déjà commis, et en termes de présence préventive, on ne pourra jamais être partout et tout le temps. Et le dernier rempart, c'est la justice. On voit bien que la justice, elle est entravée, à la fois par des manques de moyens matériels, on manque de centres éducatifs fermés, on manque de personnel de la protection judiciaire de la jeunesse dans les centres éducatifs fermés, et en termes de capacité de réponse légale. C'est-à-dire qu'on a vraiment un système français qui considère la prison comme étant l'exception, notamment pour les mineurs. Donc avec cette succession de freins, on est obligé de raffermir notre approche et d'insister sur la responsabilisation des parents pour endiguer le phénomène de l'hyperviolence juvénile. Justement, Benjamin Camboulive, vous êtes toujours en direct avec nous. On parlait de ces chiffres, et il y a aussi ce chiffre que je voudrais qu'on cite, qui est extrait du rapport de Naïma Moutchou, ce rapport sur les armes blanches, justement, qui a été remis fin mai au Premier ministre. 57% des homicides commis par un mineur le sont avec un couteau. C'est ce que vous constatez, vous aussi, au quotidien, ce fléau? Bien entendu, c'est-à-dire que pourquoi le couteau? Le couteau, déjà, parce que c'est l'arme qui est la plus utilisée, c'est l'arme qui est tout simplement la plus accessible. La problématique, c'est celle de l'explosion de la violence juvénile, de ce rapport à la violence qui est complètement perverti, et comme on l'a beaucoup souligné déjà, ça vient très majoritairement d'une carence éducative. Donc, pour revenir sur ce que disait le sociologue en plateau, que je rejoins totalement, il y a 2 axes, et il faut pas s'amuser à choisir entre les deux. Il y a le préventif et le répressif. Le préventif, puisqu'on est d'accord que le problème, il est avant tout éducatif, ça va être sur la responsabilisation des parents. Parce que comment ça se passe concrètement, la réponse que l'on apporte, la réponse de la justice face à la délinquance juvénile. En fait, la sanction qu'on apporte n'impacte pas le mineur délinquant. Elle ne l'impacte pas assez pour être dissuasive. À côté de ça, vu qu'il est mineur, vous pouvez pas lui mettre d'amende. Donc vous devez trouver un moyen pour l'impacter. Ce moyen, c'est de jouer sur l'affect du jeune délinquant dès les premiers faits de violence. Jouer sur l'affect, ça veut dire le rendre responsable par son comportement de la perte des allocations familiales pour sa famille.
là vous allez le toucher, là vous allez l'impacter, là vous aurez un effet de dissuasion. Dès les premiers faits de violence, dès les premiers faits de délinquance. Benjamin Camboulive, effectivement, sur ces propositions du Premier ministre, et notamment la mise en place de ces portiques. Vous en parliez tout à l'heure, mais Antoine le disait à l'instant, il y a des limites. Non seulement ça crée de l'attente, ça crée des flux, des flux de personnes qui attendent, et ça, vaut mieux l'éviter devant des établissements scolaires. Il y a aussi le fait que certains couteaux ne seraient pas détectés, et puis le fait qu'il faut des gens pour faire fonctionner ces machines et surveiller leur usage. Donc, est-ce que c'est vraiment une solution efficace, en dehors du coût qu'a souligné Antoine? Le coût fait partie des questions. Dans une période où on nous explique tout le temps qu'on doit courir après le budget, là en effet c'est un projet qui est cher et encore une fois qui est faillible. La véritable réponse, c'est une réponse également pénale qui va nous amener cette dissuasion du passage à l'acte, et là pas uniquement dans l'enceinte des établissements scolaires, mais de façon générale sur le territoire, parce que on va avoir des évolutions au niveau de la justice pénale avec la loi Attal qui va passer, qui va entrer en vigueur et qui va nous amener la fin de l'automaticité de l'excuse de minorité, ce qui est une très bonne chose en soi, parce qu'on va arrêter de partir du principe que c'est la moitié de la sanction pénale du moment que vous avez 16 ou 17 ans. On va enfin prendre en compte le haut degré de maturité de certains mineurs délinquants. Je dis bien de certains mineurs, c'est-à-dire que le but c'est pas de juger tous les mineurs pareils, mais de bien tous les juger. Donc en s'adaptant au profil, et certains ont un tel degré de violence, une telle connaissance de la violence depuis si jeune qu'ils ont un grand degré de maturité, qu'ils doivent répondre de leurs actes. Parce que ça va aussi permettre, c'est de faciliter les comparutions immédiates pour certains profils. Voilà, c'est très ciblé, c'est les plus de 16 ans, donc 17 ans, récidivistes, et en cas d'atteinte grave à l'intégrité physique. On cible uniquement les récidivistes, tout simplement parce qu'on estime qu'ils ont déjà connu, par définition, le juge pour enfants, et que manifestement, les réponses éducatives, elles n'ont pas porté leurs fruits. Mais il manque quand même deux grands sujets, c'est l'abrogation de la césure pénale, c'est-à-dire une aberration qui déconnecte l'acte qui est commis de la sanction qui lui est apportée. Pour que ça ait du sens, il faut le rapprocher le plus possible, et nous on impose cette césure, donc ça il faut évidemment le supprimer. Et il nous manque les ultra courtes peines, c'est-à-dire un choc carcéral infligé aux primo-délinquants dès les premiers faits de violence, dès les premiers faits de délinquance. Là on parle de toutes petites peines de 1 à 2 semaines, mais qui sont réellement appliquées, rapidement appliquées, et qui permettent à la justice de rester crédible, de passer. C'est-à-dire qu'un fait grave entraîne réellement, véritablement, immédiatement une sanction. Et grâce à ça, le principe, c'est de venir casser la spirale de la violence, de ne pas attendre un drame pour enfermer, de ne pas laisser les faits se multiplier avant de leur apporter une réponse. Parce que vous parliez du cas du malheureux Elias tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé. Les agresseurs avaient accumulé quantité de faits de violence sans aller en prison. Et ils terminent en tuant à la machette en plein Paris. Donc la responsabilité qui est la nôtre en tant que société, c'est d'amener une réponse, un point de butée à la violence. Ça se fait par une réponse pénale effective qui impacte réellement le délinquant dès les premiers faits de violence. Alors on parle beaucoup de questions sur les moyens de détection des armes et sur ce qu'on pourrait faire pour prévenir cela. Cette question pour vous, Benjamin Camboulive, portique égale peine perdue, nous dit ce téléspectateur, les couteaux céramiques ne seront pas détectés. Oui, ça c'est une réalité. L'autre réalité, c'est que dans le matériel qu'ils ont sur eux, encore une fois, ne serait-ce que dans les fournitures scolaires, vous pouvez très bien imaginer avoir un cutter. Donc le problème, il est véritablement sur l'individu, sur le jeune. Pourquoi est-ce que ce jeune se balade avec une arme, avec un couteau? Pourquoi est-ce que il est capable de s'en servir? C'est pour ça que tout revient systématiquement à l'éducation. Monsieur tout à l'heure disait que lui, ça ne lui viendrait pas à l'idée de fouiller le sac de son enfant. Mais pourquoi? Parce qu'il a vraisemblablement donné une bonne éducation à ses enfants et qu'il n'y a pas lieu de vérifier. Si vous voulez, le problème, il est là. C'est dans quel état de délabrement et l'éducation dans certains foyers pour que les gamins en viennent à se balader avec des couteaux sur eux, avec l'intention de s'en servir. C'est que vous avez quantité, malheureusement, de familles où il n'y a pas la volonté de transmettre des valeurs de base, des valeurs républicaines qui vous permettent de vous insérer convenablement dans la société, et où l'éducation qui est reçue, c'est uniquement soit les réseaux sociaux auxquels ils s'abreuvent jour et nuit, soit éventuellement, pour le cadre décidé, sur les aînés qui leur apprennent la consommation de drogue, le rapport à la violence, le rapport au sexe, dès qu'ils sont tout gamins. Donc, ne connaissant que la violence toute leur vie, ils la reproduisent, et pour eux, avoir un couteau sur soi, il n'y a rien de plus banal. Merci Benjamin Camboulive d'avoir été avec nous sur France Info.